C'est un plaisir aujourd'hui de recevoir Dominique Côté qui sera très bientôt à la salle Promutuelle à Montmagny en carte blanche présentée par les Arts de la scène. C'est le 4 mars. Bonjour, Dominique. Bonjour. Je me permets de te tutoyer Ben, et de ça t'appeler serait par ton étrange, petit je nom. pense, qu'on se dise vous, Madame Lamonde. Oui, ben, on se connaît depuis l'école secondaire, c'est Oui. ça. Ça peut créer des situations un peu, Oui, un peu c'est particulières. bizarre. Mais je suis contente de te recevoir, Dominique, parce que justement, on t'a offert une carte blanche du côté des Arts de la scène cette année. Puis je trouve ça vraiment intéressant qu'enfin, on invite les artistes qui viennent d'ici Ben oui. à se produire ici. Mais je veux faire un retour sur ta carrière parce que, bon, les gens t'ont connu à l'époque quand tu étais à Montmagny. Tu as fait des tournées de théâtre dans les écoles, dans les écoles primaires à l'époque. Ça a vraiment commencé là. Notre est à l'envers. Oui, c'est ça. Donc, ça a été le théâtre, ton premier amour, si je ne me trompe pas. Oui, vraiment. En fait, amour qui est né beaucoup grâce à ma rencontre avec Noël Delille. Parce que quand je suis venu à la Polyvalente à Montmagny, parce que je viens de Notre-Dame-du-Rosaire, normalement, on va à Polyvalente à Saint-Paul. Moi, j'avais fait une petite crise de bacon pour dire que je voulais aller à Montmagny parce qu'il y avait une troupe de théâtre. Ben, plus la musique, en fait. Il y avait beaucoup de musique. Mais finalement, j'ai fait de la musique à Montmagny, mais mon coup de cœur a été le théâtre parce que Noël Delille faisait tellement de projets, ça m'a vraiment parlé, ça m'a embarqué tout de suite. Donc, j'en ai fait beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas un spectacle dans mes 50 secondaires auquel je n'ai pas participé. Autant les spectacles de théâtre que les spectacles de musique, d'ailleurs. J'ai faisais tout. Même les parades de mode, j'ai tout fait. Et, même les jeux de football. Oui, je me rappelle, je faisais aussi des trucs, tu sais, quand il y avait des compétitions, puis il y avait besoin de quelqu'un pour annoncer, je faisais ça. Tu sais, dès qu'il y avait besoin de quelqu'un qui parle, c'était moi. Donc, je suis parti de Montmagny, je suis allé faire l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe. Et donc, pendant mes premières années, à peu près les 5 premières années de ma carrière, j'étais vraiment concentré sur le jeu. J'étais comédien. Pas mal de théâtre, beaucoup de télé au début oui, aussi. ça a parti quand même assez rapidement. Oui, j'ai été très chanceux. Moi, j'ai jamais eu besoin de faire autre chose. Donc, je touche du bois. Je suis un superstitieux. Où est-ce qu'il y a du bois dans votre studio? Oui, ça a été vraiment rapide et bien. Peut-être même un peu trop, puisqu'il est arrivé un accident après quelques années. Je me suis cassé la voix, mais alors là, solidement. On peut t'expliquer un peu c'est quoi casser la voix? Parce que les gens, ils entendent ça, mais à part la chanson de Patrick Bruel, qu'est-ce que c'est? Casser la voix! Voilà. En fait, il peut arriver plusieurs types d'accidents avec la voix. Ce que les gens vont avoir expérimenté la plupart du temps, c'est une extinction de voix, là, parce qu'ils ont crié un soir dans un party ou qu'ils ont trop fait de karaoké ou quelque chose du genre. Moi, c'était une accumulation. Je jouais au théâtre le soir, je faisais du doublage et des tournages dans le jour. J'avais 22 ans, disons que ma discipline était douteuse. Alors, je me fatiguais beaucoup, je travaillais pas bien avec ma voix. Et ça faisait quelques semaines que j'étais quand même... Oups, moi, je viens de toucher au micro, pardon. Ça faisait quelques semaines que je sentais que ça faiblissait, mais j'arrivais à m'en sortir quand même. Jusqu'à ce que, dans une session de doublage où je jouais un homme préhistorique qui se battait tout le temps contre des dinosaures, il fallait que je crie parce que je me faisais écraser, justement, par un dinosaure. J'ai crié, le réalisateur a dit « Ah, il me semble que ça m'en prendrait plus parce que regarde son visage, il est vraiment en douleur et blabla. » Fait que là, je fais « OK, d'accord. » Alors là, je lâche un cri de mort et ça a coupé net. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que sur les cordes vocales, il y a des miniatures vaisseaux sanguins et il y en a un, au minimum, en tout cas, qui a explosé, ce qui crée ce qu'on appelle un polype hémorragique. Et là, ça, c'est grave. Oui. C'est l'équivalent d'une jambe cassée pour la corde vocale, finalement. Donc, ça a pris 3 mois à être muet complètement pour attendre que ça désenfle et qu'ils puissent aller faire une opération pour tenter de reconstruire une corde vocale normale. Mes chances, le médecin me disait pendant que ça se passait, c'était de 50-50. 50 des chances que ça revienne comme avant, 50 que on ne sait pas trop. Tu es certain que tu allais reparler, mais jusqu'où tu pourrais travailler avec ta voix, tu exact, savais pas, on ne savait pas. Donc, il m'avait évidemment chaudement recommandé de me trouver un professeur de voix, ce que j'ai fait, une dame qui s'appelle Lucette Tremblay, qui est spécialisée en rééducation vocale. Et j'ai été vraiment chanceux parce que je l'ai rencontrée, elle avait 70 ans.
Puis elle disait, ah, je prends plus de nouveaux élèves, je suis trop vieille, blablabla. Puis elle a eu une espèce de coup de cœur. Elle s'est dit que j'allais être son dernier, ce qui était effectivement le cas pas mal. Donc on a travaillé vraiment ensemble pendant plusieurs années, très, très proches. Et très rapidement, elle a trouvé la cause de pourquoi ça m'était arrivé et tout. Et très rapidement, elle a dit, ah, toi, t'es un chanteur. Est-ce que tu le sais? Elle roulait ses airs comme ça. J'étais comme, oh, ben oui, je chante, j'aime bien ça. Je chantais déjà, ça m'a toujours plu et attiré, mais bon, c'était pas là que la vie m'avait amené finalement. Elle était comme, non, mais t'aimes-tu ça, l'opéra? Et là, je me rappelle comme c'était hier, j'avais répondu, oh mon Dieu, non. Comme quoi, on ne sait jamais. Ah, comme quoi, hein, la vie est pleine de surprises. Mais en fait, parce que j'étais plein de préjugés, parce que je n'étais jamais allé à l'opéra de ma vie. En fait, je connaissais à peine ça, comme beaucoup de gens, souvent. Mais en fait, mon amour de l'opéra est venu en le faisant. Parce qu'à ça, elle a répondu, elle a fait « Ah, ben c'est pas grave, on va en faire de toute façon parce que ça va être bon pour ta voix. » Puis voilà. Et c'est en faisant que je me suis mis à faire « Ah, ben c'est drôle, mais il y avait le côté jeu là-dedans Oui, aussi, oui, il y a ça, mais c'était comédien. vraiment la découverte vocale qui m'attirait. C'était très pour moi, en fait. J'étais même pas encore rendu à me dire que j'allais en faire, mais moi, ça me plaisait. J'étais comme, ah, OK, c'est ça qui se passe dans mon corps, dans mon larynx. Ah, c'est pour ça que c'est pas ça que je faisais avant et c'est pour ça donc que je me suis cassé la voix à ce point-là. En prenant ce genre de cours de chant-là aussi, on apprend tout le fonctionnement. On sait tout comment le corps fonctionne pour la voix. Là. Le chant classique, c'est vraiment une très bonne base, autant pour la voix chantée que la voix parlée. Tu apprends tout le fonctionnement du mécanisme vocal. Chaque muscle et tissu qui est impliqué dans le geste de produire un son va être décortiqué pour être capable de le développer à son maximum. Donc, le corps était déjà un instrument quand tu étais acteur, mais là, il devenait 2 fois plus avec la voix. C'est vraiment, là, la voix et tout. Oui, ça a changé ma façon de jouer aussi. Ça a changé mon approche physique et vocale du jeu aussi. Parce que tu t'es tourné vers le chant, mais tu as continué à faire du jeu aussi à travers tout ça. Surtout les premières années, le jeu prenait encore une bonne place, mais assez rapidement, le chant a pris le dessus. Ça fait partie de ces accidents de la vie que tu n'as pas vu venir, mais qu'à un moment donné, tu n'as un peu pas le choix d'écouter parce que c'était, entre guillemets, c'était facile. Au départ, pour vrai, c'était un peu une blague. Je faisais une audition de chant, puis je l'avais. Alors qu'en jeu, je pouvais en faire 10 pour un contrat, ce qui est une norme très normale. Mais là, en chant, tout fonctionnait. C'est comme, bon, je pense qu'il y a un message ici. Parce que, bon, il y a eu l'opéra, il y a eu la comédie musicale aussi à travers tout ça. Oui. En fait, même à l'opéra, tout ce que j'ai fait, presque tout ce que j'ai fait, il y avait toujours une grande partie théâtrale d'impliquer. C'est ça qui a été un peu ma marque de commerce, en fait, en commençant. C'est que le message s'est vite passé de « Ah, lui, il chante, mais il sait jouer ». Parce que c'est souvent une lacune dans la formation des jeunes chanteurs d'opéra, c'est qu'ils ne sont pas beaucoup formés en tant qu'acteurs, alors que ça fait vraiment partie du métier. Ce qui fait qu'ils apprennent sur le tas, comme on dit en bon québécois. Ce qui fait que souvent, je connais de très, très bons chanteurs qui jouent très bien, mais ils jouaient peut-être pas très bien dans leurs premières années de chant. Ils ont appris avec des super bons metteurs en scène qu'ils ont coachés, ils ont appris à jouer. Mais ça vient avec X nombre d'années d'expérience, alors que moi, c'était l'inverse. En fait, j'avais tout mon bagage d'acteur et j'étais bébé chanteur. Et il y a beaucoup d'opéras, opéras comiques, opérettes, tout ça, où il y a des dialogues. Et là, c'est sûr que j'avais une longueur d'avance souvent. J'ai même eu des très grands interprètes qui venaient me voir en cachette puis qui me disaient « Tu peux-tu me coacher pour les dialogues? Parce que là, je capote! » C'est bien, ça! C'est valorisant. Tu sais, je me disais, coudonc, c'est le fun. Bien, la carrière de chanteur, chanteur d'opéra, chanteur de comédie musicale, ça permet de voyager aussi. Ça, c'est une des choses qui m'a attiré aussi quand j'ai vu ça, que j'ai compris ça, que la musique permettait beaucoup plus facilement de voyager que le jeu. Bon, il y a certains acteurs qui vont arriver à travailler à l'étranger, mais il y a toujours le problème de l'accent, souvent. Si on ne te demande pas de jouer un Québécois, il faut absolument que tu maîtrises soit l'accent français, soit que tu sois parfaitement bilingue sans accent, ou alors il faut que ce soit
intrinsèque au personnage que, OK, c'est un Québécois qui parle anglais ou etc. Alors que la musique, c'est comme une convention. On va accepter les accents. Bien sûr, on va travailler le plus possible pour que l'accent soit le plus léger possible si c'est dans une autre langue. Mais ça fait partie du métier que, bon, c'est des gens d'un peu partout. Sur une production, il peut y avoir un Canadien, un Américain, un Français, un Italien, un Japonais, un Coréen, et tout le monde va chanter dans la même langue. Et là, qui peut être l'allemand, le français, l'anglais, l'italien. Oui. Moi, je me suis beaucoup spécialisé dans le répertoire français. C'est très majoritairement ce que j'ai fait. Sinon, j'ai aussi chanté en anglais, en italien. Et là, depuis la pandémie, je pense que j'ai chanté qu'en allemand tout le temps, ou presque. C'est comme l'allemand est arrivé avec la pandémie. Particulier, OK. Bien, je veux qu'on revienne au répertoire français, justement. Est-ce que c'est par goût ou par hasard que c'est arrivé, cette spécialité-là? Je dirais qu'au début, c'est du hasard, mais après, oui, c'est par goût et par un sentiment que c'est là que je me trouve le plus pertinent. C'est là que je trouve que j'ai le plus de choses à amener, à dire, où je maîtrise vraiment complètement ce que je fais. Et la compréhension du texte aussi. Déjà, là, il n'y a pas de... Je peux amener vraiment une très grande quantité de couches de sens dans un texte français parce que je n'ai pas à me re-questionner de cette phrase-là, c'était quoi le sens déjà? Parce que des fois, bien sûr, on fait toujours notre traduction, mais dans le feu de l'action, des fois, tu peux être en train de dire des sons, puis c'est ça devient des sons. C'est plus autant ancré en toi. La langue maternelle... Le sens perd un peu c'est dans tout ça. Exact. Là. Donc, j'ai toujours comme développé ça puis poussé vers le côté français parce que c'est là où je trouve que je suis le plus à ma place. C'est intéressant parce que tu as participé à beaucoup de disques, mais tu as eu droit à ton premier disque solo l'an dernier. Oui. Et ça a bien fonctionné. On le voit ici, là, Amour et fantaisie, les mélodies de Lionel Denet. J'ai dit que ça a bien fonctionné parce que tu as mérité ainsi une nomination au prix Opus. Oui, on était bien fiers de ça. C'est un projet que j'ai porté pendant longtemps. Mais bien sûr, pour qu'une compagnie te fasse confiance pour un disque solo, ça prend un petit peu de bagage, bien sûr. Et ça me prenait... Il y a toujours une question de timing dans la vie. Et là, un jour, le timing est arrivé pour qu'on fasse cet album-là. Il est arrivé une légère pandémie pendant le projet. Juste comme ça. Mais en même temps, c'était vraiment un mal pour un bien parce que ça m'a permis d'avoir du travail pendant la pandémie aussi, cet album-là, et de 2 autres albums aussi auxquels j'ai participé parce que c'était presque tout ce qui nous restait pendant 1 an et demi, 2 ans. Il y avait à peu près juste des enregistrements. Mais ça a été une grosse année de sortie d'enregistrement l'année dernière pour toi aussi. Oui, vraiment, vraiment. Ça a été une grosse année de disques. Il y a le Émile Nelligan qui est arrivé. Émile Nelligan que tu as porté pendant des années. Oui, depuis 2004 que je chante Nelligan. Jeune. Là, ça prend plus de maquillage maintenant. Pour faire Nelligan jeune. Parce que le Nelligan plus âgé est chanté par Marc Hervieux. C'est ça. Dans la construction de l'histoire, c'est Michel Tremblay qui a fait le livret. Il a écrit ça. Nelligan vieux revoit sa vie. Donc, les deux, le vieux et le jeune, sont sur scène à peu près constamment. Et il y a même des scènes où les deux se parlent, en fait. C'est un peu schizophrénique, là, du jeune qui voit le vieux, du vieux qui voit le jeune. Donc, c'est ça. Moi, je le joue jeune. Donc, il y a 19 ans au moment de l'histoire. Donc, quand j'ai commencé à le chanter, j'avais presque l'âge. Là, ma blague, c'est que bientôt, je vais changer. Ça va être moi le vieux. Mais enfin, l'album est disponible. Ça a été très long. Ça a été très long. Mais c'est un opéra que tu as porté, c'est ça, pendant de nombreuses années. Et à plusieurs endroits, ça a été joué beaucoup. Oui. Oui, ça a été d'abord fait en version concert avec l'OSM, qui existe un album d'ailleurs de collection, puisque c'est introuvable maintenant. Il faut aller sur des sites obscurs de revendeurs pour le trouver. Et ensuite, là, il y a eu une petite pause jusqu'en 2011, si ma mémoire est bonne, où est-ce qu'on l'a refait avec l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, à Montréal, au Monument national. Ensuite, au Festival d'été à Québec, salle Octave Crémazie, au Grand Théâtre. Qui avait même un festival d'opéra à l'époque. C'est le premier festival d'opéra, je pense. J'ai dit le Festival d'été? Oui. Ah, pardon. Le Festival d'opéra,
c'était peut-être le premier ou le deuxième. Ah, oui, le deuxième. C'était dans le début du festival. Je me rappelle que l'autre spectacle avec nous, c'était The Tempest de Thomas Hadès, qui était formidable. Dans une mise en scène de Robert Lepage. Oui, exact. Et que, petite anecdote, c'est grâce à eux que j'avais eu une tête qui se pouvait parce que ils trouvaient aucune perruque qui ressemblait à Émile Nelligan. C'était comme un peu la panique. Et tout à coup est arrivée la perruquière du Met, parce que c'était une coprode avec le Met, le The Tempest. Puis là, je me rappelle d'elle, elle était super sympathique, mais un peu, elle avait tout un style, là, vraiment. Elle était comme « Show me a picture of that guy! » Et là, je lui sors avec mon téléphone une image de Nelligan, elle fait « Oh, I have it! » Mais elle fouille dans sa boîte, elle me sort la perruque, je me la mets sur la tête, elle faisait parfaitement, c'était comme « OK, je t'aime. » Oui, c'est une chance incroyable. Comme quoi, ça se parle d'une compagnie à l'autre. Oui, oui, bien, on partage les loges au Grand Théâtre, donc c'est ça, ils peuvent s'entraider. Voilà. Je veux revenir au disque sur Lionel Donnet. Est-ce que c'est toi qui as fait les choix des mélodies, oui, des textes? J'ai eu vraiment une liberté. En fait, ça aussi, c'était une carte blanche. À partir du moment où Atma ont accepté de produire l'album Atma Classique, qui est la compagnie de disques. C'est ça, Atma Classique qui a produit l'album. Je leur ai présenté le projet. On a fait 2-3 maquettes. Puis on fait « Ah oui, on aime ça, on embarque. » Et à partir de là, ils ont fait « Écoute, c'est toi qui connais le répertoire. Enregistre ce que tu veux autour d'une heure de musique et vas-y. » Donc, j'ai vraiment fouillé et écouté tout ce qui existait, tout ce dont je pouvais mettre la main dessus, parce qu'un des défis de la musique de Lionel Donnet, c'est qu'elle n'a pas toute été éditée et elle n'est pas facile à trouver. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent seulement aux Archives nationales. Et à ça, la pandémie m'a ajouté le fait qu'on n'avait pas le droit d'aller aux Archives nationales. Donc là, j'appelais le gars qui travaillait aux archives, puis je disais « OK, là, j'ai trouvé telle pièce qui apparemment aurait été créée en 1924. Est-ce que tu as ça quelque part? » Il fouillait. Bon, en tout cas, fait que ça a compliqué un peu le processus de trouver le répertoire, mais c'était vraiment très intéressant à faire parce qu'il en a écrit au-dessus de 200 des mélodies. Et dans des styles absolument très différents les uns des autres. On passe de mélodies françaises classiques inspirées là, de Fauré, Poulenc et tout ça, jusqu'à des mélodies folkloriques que les gens connaissent. Et souvent, cette partie-là de l'œuvre de Donnet que les gens connaissent plus, entre autres la fameuse tourtière. Oui. Et aussi un répertoire pour enfants. Donc, rapidement, j'ai pris la décision de choisir mes coups de cœur de chacun de ces styles-là. Parce que je trouvais que sinon, ça ne lui rendait pas justice de le confiner à seulement un de ses styles. Parce que j'aurais pu faire un album beaucoup plus classique avec que ses mélodies plus travaillées, où est-ce que la musique est plus développée et tout ça. Mais en même temps, c'est pas ça qui était Donnet. Donnet, c'était un éclectique, c'était un gars qui aimait ça, il faisait plein de choses. C'était un comédien, chanteur, metteur en scène, producteur. Il faisait de l'animation à la radio. Donc, je trouvais que pour lui rendre justice, il fallait que le disque soit un peu éclectique. Et semble-t-il, la critique a bien réagi à l'offre que tu as donnée à ce vraiment, niveau-là. le disque a été vraiment reçu de façon formidable partout où est-ce qu'il est allé jusqu'à date, jusqu'au prix Opus, la fin de semaine dernière. On était bien contents. Est-ce que la recherche musicale a été aussi compliquée pour ta carte blanche avec les arts de la scène? Non. Parce qu'en fait, c'est Christian Noël qui m'avait appelé pour ça. Puis, évidemment, la première chose que je lui ai dit, je fais, bien, c'est sûr que ça va être un répertoire français. Je ne sais pas encore ça va être quoi, mais je dis, je peux te garantir. Puis déjà, je trouve que pour m'adresser aux gens ici, de leur chanter déjà en français, c'est déjà comme un chemin plus facile. Oui. Autant pour moi, parce que c'est ce que je connais le plus, que pour eux qui, peut-être, connaissent moins le répertoire. Et après, là, je suis parti dans des brainstorms tout seul chez nous qui sont allés dans toutes les directions possibles, imaginables. Et la création vient de la contrainte souvent aussi. Et une des premières choses, parce que là, au début, je n'avais pas eu cette information-là, c'est que quand j'ai compris qu'il n'y avait pas de piano dans la salle. Non. Donc, si on voulait un piano, il fallait en louer un, ça complique un peu les affaires. Donc, j'ai fait, attends, s'il n'y a pas de piano, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et pouf, je parle à des gens et je rencontre par hasard un harpiste. Et là, je me dis, mais de la harpe, j'ai jamais chanté avec une harpe de ma vie. Ben, en fait, dans des orchestres symphoniques, oui, mais solo avec une harpe, non.
Et là, pour amener un peu de rondeur et de chaleur à ça, on a ajouté un violoncelle. Et plus j'avançais dans ma recherche, plus il y avait une partie de moi qui se disait « Ah, j'ai aussi envie de chanter des affaires qu'on me demande jamais de chanter, des coups de cœur, parce que j'écoute de tout, moi, à part du heavy metal. Je dirais que c'est la seule musique que ça me parle pas. Mais donc, il n'y en aura pas. Ça, je vous le garantis, il n'y aura pas de Metallica. Mais sinon, j'écoute de tout. Puis je me suis dit, bon, si je me laisse aller, que je me donne pas de contraintes, ça va donner quoi? Et donc, je suis allé vraiment, ce n'est qu'un ramassis de coups de cœur de tout style de musique francophone confondu, que ce soit de la chanson québécoise, de la chanson française, de la mélodie française, des extraits de comédie musicale. Et après aussi, j'ai eu envie de revisiter des choses que j'avais déjà chantées dans mon parcours, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que je prends plusieurs extraits de spectacles que j'ai déjà faits, mais je ne chante pas les airs que je chantais dans le spectacle. Ah! Un petit défi. Oui. Des airs que... Parce que quand on chante dans un spectacle, évidemment, on a toujours quelques pièces coup de cœur. Et très souvent, c'est pas une pièce qu'on chante, pas parce qu'on n'aime pas ce qu'on chante, mais parce que... On aime entendre ce que les autres chantent aussi. C'est ça, puis tu fais « Ah, c'est tellement beau cet air-là, j'aimerais ça chanter ça. » Ben voilà, c'est là que je vais le faire. Bien là, ça va être le temps d'aller écouter Dominique Côté, justement, interpréter ces airs-là du côté de la salle Promutuelle des Arts de la Scène. C'est le 4 mars à 20h. 20h. Donc, vous êtes invité à prendre vos billets le plus rapidement possible parce que j'ai l'impression que ça va partir très, très vite après cette entrevue-là. Merci beaucoup, Dominique. Ça m'a fait plaisir. Toujours un plaisir de te voir. Merci.